suis le Dr Magali Pira, je suis coprésidente du comité scientifique de la 11e journée régionale de soins palliatifs. Cette année, la thématique de la journée est autour de l'idéal qu'on souhaite bousculer, l'idéal qui nous anime tous, mais qu'on va pouvoir questionner avec des temps forts, notamment la présence d'orateurs d'envergure nationale tels que Vincent Morel, Yanis Constantinides, Tanguy Châtel. Et donc cette journée s'annonce déjà comme un grand succès avec plus de 350 personnes qui sont inscrites. Nous vous remercions d'être venus si nombreux aujourd'hui et de confirmer un succès ainsi encore jamais démenti pour ce temps fort qu'est la journée régionale pour tous les acteurs de soins palliatifs, qu'ils soient professionnels et bénévoles, de notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, récemment rebaptisée les Hauts-de-France. Pour cette 11e journée, en particulier à la lumière des récentes évolutions législatives et des modifications de pratiques qu'elles sont susceptibles d'induire, la volonté du comité scientifique était de questionner l'idéal qui nous anime, voire le bousculer, et d'essayer de sortir des sentiers battus. Notre discipline, bien que riche de son histoire et de son expérience, reste malgré tout encore relativement jeune. Elle doit donc faire preuve de créativité et d'adaptation face à un monde de la santé et à une société en général en perpétuelle mutation. Et l'élargissement, page 39, provient du fait qu'il dit qu'il s'agit d'un droit nouveau qui viendrait s'ajouter au droit de refuser le traitement. Ce n'est pas un droit complémentaire qui s'inscrit dans le droit de refus du traitement comme page 51, c'est un droit autre, supplémentaire et non pas complémentaire. Il y a le droit d'arrêter les traitements, il y aurait un droit à la sédation, le droit de refuser un traitement, le droit de se voir prodiguer les soins palliatifs et le droit d'une sédation. Vous voyez qu'on est à ce moment-là dans un droit opposable, presque sans condition. Et je rappelle le code de déontologie, page 37, qui est un droit à la sédation lorsqu'on arrête les traitements chez les patients qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors qu'en est-il aujourd'hui dans la nouvelle loi? Tout d'abord, il faut bien voir qu'on est dans un droit qui est contraint par un certain nombre de critères. Si le patient est en capacité de s'exprimer, on est à la demande du patient d'éviter toute souffrance, je n'y reviens pas, et de ne pas subir d'oxydation déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. Donc on est bien dans une sédation profonde et continue. On n'est pas dans la sédation intermittente. Je n'ai pas bien comprise. Donc pour Kant, l'autonomie est carrément, vous voyez, c'est ça l'idéal, le principe suprême de la moralité. L'autonomie, c'est vraiment le principe suprême. Et Kant fait un lien, je vous le précise ça parce que c'est important pour la fin de vie, la question de dignité bien sûr. Kant fait un lien bien sûr entre autonomie, dignité et nature raisonnable de l'homme. Alors, quand on cite Kant, en fac de médecine par exemple, pour des gens qui ne sont pas forcément philosophes bien sûr, qui ont des connaissances seconde main, je dirais, on vous dit l'autonomie kantienne, la dignité kantienne ne peut pas se perdre. On ne peut pas perdre sa dignité, voilà, c'est le discours repris dans les soins palliatifs, et jusqu'au bout, maintenir la dignité jusqu'au bout, etc. Sauf que pour Kant, si vous n'êtes plus un être rationnel, si vous êtes par exemple un idiot, comme il dit, ou un fou, d'accord, vous êtes un idiot congénital ou un fou, eh bien vous n'avez plus de dignité, parce que vous n'êtes plus un être rationnel, d'accord? Vous n'avez plus de dignité, donc vous n'avez plus d'autonomie. Donc vous voyez, pour Kant, alors on l'a un petit peu sacralisé, je trouve, dans l'antimédical, sans connaître cet aspect un peu sombre, si on veut, mais tout à fait conséquent dans sa pensée. Pour Kant, justement, pour être digne, il faut être autonome. Et pour être autonome, il faut savoir être rationnel, enfin, il faut être rationnel et raisonnable. Donc si on ne l'est pas, eh bien, on n'est pas autonome, on n'est pas digne, etc. D'accord? Donc Kant reprend la vieille conception de la folie, les conceptions un peu, vous savez, péjoratives de la folie, des idiots, entre guillemets, etc. D'accord? Donc, l'autonomie apparaît comme un idéal qui exclut, un idéal exclusif, qui exclut tous ceux qui ne sont pas capables, justement, de cette réflexion rationnelle sur eux. Donc, capables de mettre leurs affects de côté, capables de maîtriser leur passion, d'avoir un regard clair et net sur les choses. Hein, c'est quand même assez frappant, je pense. Donc, vous voyez, l'autonomie de la volonté, elle renvoie, je vous l'ai dit, à une volonté sainte, finalement. Kant n'est pas dupe, hein, il sait bien, même s'il ne regardait pas les anges à télé-réalité, à l'époque ça n'existait pas, eh bien, Kant sait bien que l'autonomie de la volonté n'existe pas couramment, hein, qu'on ne la trouve pas au détour de la rue. Donc, cette volonté est absolument bonne, mais c'est une volonté sainte. C'est une volonté quasiment inaccessible. Ce qui concerne l'intervention du docteur Ducornet,
On retiendra que le malade est un être de relation jusqu'au bout. Juste, on parle bien d'un personne âgée démente dans le long mourir, avec des modes de communication qui sont différents. Nous a bien illustré cette idée d'éponge émotive qui va rester le dément très tardivement dans l'évolution de la maladie, avec la notion de neurone miroir. Il a bien mis en lumière l'importance du travail d'équipe, l'importance du relationnel avec la famille. On rappelle aussi que soigner exige des compétences. Il a parlé d'une réflexion éthique structurée en équipe. Puis il a repris des notions de dignité, notamment dans le regard de l'autre. Le respect nécessaire, mais pas suffisant. Il a parlé de vigilance éthique et il illustrait en disant « veiller à son bien et bien veiller sur lui ». La notion de capacité, regarder, écouter, toucher, et aussi cette notion de offrir le choix. Tous, je pense, ont montré la créativité et le dynamisme vraiment de nombreux acteurs de la région, avec notamment donc, une intervention sur l'hypnose utilisée par l'équipe d'Amélie Loutre à Bruay-la-Buissière, une deuxième intervention sur la place des émotions chez les médecins en unité de soins palliatifs, nous a été présentée par l'équipe de la maison médicale Jean 23. Une autre intervention sur les rencontres bénévoles soignants, encore une fois au sein de l'unité de Bruay-la-Buissière. Et puis une dernière intervention, le game algo. Ah oui, alors là, comment j'ai oublié, une façon ludique de sensibiliser les acteurs de soins en EHPAD à la prise en charge de la douleur. Donc vraiment un projet très intéressant. Pour être plus complet, du coup, vous trouverez sur le site internet de la CRSP le détail des présentations qui ont été faites au cours de cet atelier. D'un point de vue migratoire, ça peut être choisi comme subi. Et divers points sont liés à la maladie grave, notamment de par les papiers. Le docteur Marin nous expliquait que le fait que la maladie grave impacte les patients, je dirais qu'ils s'en foutent un peu, je dirais, dans le sens où eux, ce qu'ils veulent, c'est réellement les papiers. Donc ça peut être contraignant d'un point de vue de l'administratif et du contexte social dans lequel on peut avoir, et puis parfois des incompréhensions par rapport à la législation, parce que si il y a un visa, on n'a pas le droit du coup à l'aide médicale d'État, qui fait que des problèmes de financement, donc quid parfois des restes de prise en charge qu'il peut y avoir. Et le dernier exemple, c'était l'exemple d'un patient rome en état de mort cérébrale en réanimation, qu'il fallait donc bien sûr extuber, arrêter les machines, etc. Sauf que ce monsieur voulait mourir au pays. Et donc en faisant passer l'équipe mobile, les réa ne comprenaient pas, ils disaient c'est pas possible. Ils ont réussi à faire donc arrêter les machines, sauf qu'il faut une bougie quand les personnes partent. Mettez une bougie en réa quand il y a de l'oxygène, c'est quand même pas très pratique. Donc ils ont trouvé une bougie électrique. Tous les petits hommes en vert sont allés balader le monsieur qui était donc en arrêt jusqu'à sa caravane. Ils l'ont installé dans la caravane, il est parti, il a continué à avoir, je dirais, une vie à minima, et il est mort en Roumanie, chez lui. Donc il y a quand même, je dirais, des espaces du possible. Voilà, pour conclure un petit peu sur cet atelier très très riche, très difficile à vous résumer en 2 minutes. Je suis toujours soucieux qu'on s'inscrive dans une histoire, parce qu'on apprend quelque chose de l'histoire, et quand on oublie l'histoire, on s'y prend mal et on risque de reproduire d'autres erreurs. Donc permettez-moi de faire quand même un léger retour historique. Dans les années 80, les soins palliatifs, ça apparaît comme véritablement une révolution. Peut-être même une forme de révolte. Parce qu'ils défendent une vision du soin, une vision des personnes qui est tout à fait à contre-courant des valeurs qui sont en phase ascendante dans les années 80. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les soins palliatifs seraient restés ce qu'ils étaient dans les années 80 ? Il y a encore un certain nombre de gens qui se demandent si les soins palliatifs, ce n'est pas des soins passifs, et si ce n'est pas des soins passéistes. Vous voyez, des soins tournés vers le passé, qui voudraient réhabiliter une certaine vision un peu romantique du
sujet, du patient, qui en plus serait toujours un peu soupçonné d'être assez traditionnaliste, réhabilitant des visions du passé. Bref, est-ce qu'on est en droit de penser que les soins palliatifs ne cessent de se moderniser, ne cessent de répondre aux défis de la société avec un temps d'avance? Et quel serait ce temps d'avance pour les 10 années qui viennent? Cette place apportée aux patients, elle est fondamentale, elle se décline derrière dans l'esprit de ce qu'avait mis en évidence Cicely Saunders par l'approche globale. Mais l'approche globale, dans les années 80, c'est révolutionnaire, alors que c'était déjà quelque chose qui était véhiculé dans la philosophie depuis l'Antiquité et même depuis Hippocrate, ou même depuis Philon d'Alexandrie, 1er siècle avant notre ère, qui avait théorisé la question des thérapeutes, au point de créer même une caste de gens qui s'étaient intitulés les thérapeutes. C'est pas un vocabulaire du XXe siècle, les thérapeutes, dans lequel il disait clairement qu'il fallait prendre et soin du corps et soin de l'âme. Donc dans les années 80, c'est comme si on redécouvrait ça. Et il faut une poignée d'agités pour que ce message passe de manière forte, une poignée d'agités relayée par la société civile et par les associations. Donc les pages qui sont à écrire aujourd'hui sont des pages qui sont à écrire dans la continuité du mouvement qui a été amorcé à cette époque. Avancée ou rupture, rébellion, je ne sais pas comment il faut le dire, rébellion ça me va bien anthropologique, rébellion sociologique, parce que du coup dans le sillage de Norbert Elias, eh bien, se met en place à grande échelle ces associations qui vont manifester une solidarité, un lien social, une réinclusion des mots. Vous voyez que donc on est dans ce moment-là dans quelque chose qui ressemble à un éclat de société. Il y a une nécessité, j'aime bien ce mot éclat et je l'emploie à dessein parce qu'il y a quelque chose qui vient éclater le prêt-à-penser de la société à ce moment-là, mais un éclat c'est aussi quelque chose qui éclaire. Et donc il y a une lumière nouvelle qui apparaît et qui est assez audacieuse et qui paradoxalement, moi qui suis sociologue, je peux m'étonner de ça, se décline rapidement dans la société. Pour faire changer une culture, en sociologie, il faut une génération. Là, il faut 10 ans. C'est pas le temps d'une génération, c'est moins que ça. Oser annoncer qu'on est en soins palliatifs, qu'on fait des soins palliatifs, c'est toujours une provocation. Mais est-ce que ça n'est pas une provocation nécessaire ? Pour paraphraser mon ami philosophe Damien Leguet, je dirais que perdrions-nous, lui il avait écrit un bouquin qui s'intitulait Qu'avons-nous perdu en perdant la mort? C'était en 2003. Mais que perdrions-nous en perdant l'intitulé, le soin palliatif, ou même l'idée qui est véhiculée derrière cet intitulé, et qui est une idée dérangeante, à la vraie ou à la gravée? Est-ce qu'il ne faut pas quand même, au risque de l'impopularité, que les acteurs de soins palliatifs assument d'être en dehors du système. À la fois dedans, parce qu'il faut agir dans le cadre d'un système de santé, dans le cadre d'une mission de soins, dans le cadre d'exigences qui sont des exigences de service public, dans le cadre de budgets qui sont des budgets publics, mais tout en étant en même temps en dehors, délibérément à part. Être capable de faire advenir un soin au XXIe siècle, qui n'a jamais existé, c'est-à-dire un soin qui a la plus haute technicité, la plus haute exigence de compétences, en ayant simultanément la plus grande exigence d'humanité. Et ça n'a jamais eu lieu à l'échelle de la planète. Quand il n'y avait pas de technique, il y avait du lien et de la relation, puis il y a eu de la technique, on a un peu perdu de vue le lien, et bien il me semble que c'est ça l'enjeu des années, des décennies à venir. Voilà, je vous remercie. J'ai voulu vraiment prendre au sérieux le titre et l'argumentaire de la journée, à savoir un idéal à bousculer. Donc j'ai voulu confronter un petit peu la démarche des soins palliatifs avec la perspective des éthiques du care, qui est un courant en éthique dont on parle parfois dans différents endroits, dans différentes formations. Je sais que j'en ai entendu parfois dans certaines formations en santé. On en parle également de plus en plus dans le monde universitaire, dans le monde de la philosophie, et par ailleurs, j'ai quelques soutiens ici, puisque ce travail que je vais vous présenter est aussi issu d'un séminaire de recherche sur les éthiques du care auquel participent certains membres du comité scientifique. Donc, les éthiques du care, c'est quelque chose dont on entend pas mal parler. Alors parfois les éthiques du care, parfois l'éthique du care, parfois le care tout court. Et on explique rarement ce que ça veut dire.
Donc voilà, donc moi j'ai voulu un petit peu reprendre ça, reprendre un peu les choses à la base pour expliquer ce que ça veut dire, et essayer de confronter ces deux discours qui finalement, vous verrez, les deux sont assez subversifs. Donc pour reprendre un petit peu le point de départ de Tanguy Châtel, hein, l'idée de garder cet esprit subversif. Donc voilà, pour moi j'ai vraiment voulu prendre au sérieux cette idée-là on a deux discours qui sont assez subversifs, qui sont un peu rebelles, et quand ils se confrontent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut aider aussi à faire avancer la dynamique des soins palliatifs, à s'inscrire toujours dans une dynamique, dans quelque chose qui avance et qui s'interroge sur soi, avec cette idée d'une relation authentique qui fait accéder le sujet en fin de vie à soi-même, à une authenticité de la relation, du soi, de la subjectivité, etc. Le soin, c'est aussi accompagner le malade et développer une dimension morale de la médecine. C'est-à-dire développer un respect de la personne, développer une attention spécifique à la personne. Et ça, l'idée est de montrer que les soins palliatifs, c'est aussi travailler cette question de la dimension morale, hein, des valeurs. C'est quelque chose qui revient beaucoup et qui s'affirme très rapidement, cette dimension morale portée par les soins palliatifs. On voit tout de suite apparaître dans les premiers travaux sur les soins palliatifs l'idée d'une éthique, l'idée d'une philosophie spécifique. Une éthique du coup de la controverse visant à briser les évidences, les conforts, ne serait-elle pas porteuse d'une nouvelle philosophie du soin en soins palliatifs où chacun et chacune aurait voix au chapitre? Voilà, je vous remercie. La journée régionale arrive à son terme et il me faut la clôturer. Je vous invite à patienter ces quelques instants pour bénéficier de la surprise qui va arriver ensuite, qui ne manquera pas de vous déplaire, de vous perdre. Il en fait une, je l'ai faite, je suis désolé. Cette journée a été réalisée grâce au soutien institutionnel. Je ne manquerai pas non plus de citer les bénévoles, l'ensemble des bénévoles qui nous ont accompagnés sans faille toute la journée. Merci à vous. La qualité des communications lors de cette journée n'a pas démenti la notoriété de nos orateurs. Comment les remercier, si ce n'est de leur dire qu'ils ont réussi à nous faire partager leur passion et ils ont pu ainsi nous donner de belles leçons d'enseignement. Merci donc à Rossel Lebert, à Vincent Morel, à Yanis Contandiniges, à Tanguy Châtel. Merci de nous avoir comblés par vos interventions et d'avoir su répondre à nos attentes. Merci également à l'ensemble des animateurs et aux participants des ateliers. Je vais laisser place à la surprise, mais avant, je souhaiterais avoir à mes côtés les coprésidents du comité scientifique, Magali Pierrat, Vincent Gamblin et le président du conseil, du comité d'organisation. Bien, Bernard, si tu veux venir ici, s'il te plaît. Je tiens à les saluer. Je tiens à les saluer et leur prie de remercier l'ensemble des membres de leur comité pour la belle réalisation de ce jour. Vous êtes tous les trois de sacrés badass. Et je le dis pas en argot américain, mais avec la nuance française. Vous m'avez scotché.
votre détermination à faire de cette 11e journée une agréable et belle réussite, pleine de rencontres.